France 24 et La Première présente... Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, le fléau des armes à feu en Guadeloupe. Dossier à découvrir dans cette édition. A tout de suite. Mais d'abord, en décembre dernier, le cyclone Chido dévastait Mayotte. Aujourd'hui, le 101e département français peine toujours à se relever, à l'instar de ses agriculteurs du centre de l'île Grande-Terre qui reprennent peu à peu leur activité. On voit cela avec Mathilde Boucher. L'image de leurs cultures arrachées et de leurs hangars effondrés hante encore les esprits des agriculteurs de Mayotte. 6 mois se sont écoulés depuis le 14 décembre dernier et les cultures commencent à peine à repartir. On a eu quasiment 800 000 euros de pertes sur l'exploitation. Là, ça fait déjà 6 mois où on est à peu près entre un quart et un tiers de notre activité normale. Et ça va durer encore une bonne année et pour les arbres du verger, encore plus longtemps. Dans l'exploitation voisine, l'heure est aux premières récoltes de légumes, inimaginable il y a encore quelques semaines. J'ai pu avoir de l'aide de l'État. J'ai eu des gens qui sont venus m'aider à déblayer et à arranger l'exploitation et tout s'est bien passé. Les acteurs du monde agricole se mobilisent, comme cette coopérative du centre de Mayotte. Depuis le passage du cyclone Chido, seuls 14 de ses 28 membres parviennent à lui fournir des fruits et des légumes. On a d'ailleurs fait des demandes auprès de la Fondation de France pour accompagner les agriculteurs dans le cadre de la replantation des vergers. Donc des petits projets comme ça aussi pour remotiver les agriculteurs. D'après le syndicat des jeunes agriculteurs, Chido a fait reculer l'agriculture mahoraise d'au moins 15 ans. Après 6 mois de travail, la commission d'enquête parlementaire sur les essais nucléaires en Polynésie a rendu sa copie. 45 recommandations proches de ce que élus et associations du territoire réclament depuis plusieurs années. Aurélien Paul. 30 ans d'essais nucléaires, 193 tirs de 1966 à 1996 et des conséquences multiples pour les Polynésiens. Après 6 mois de travail, la commission d'enquête parlementaire en son rapport. On s'est attaché à chaque type de conséquences socio-économiques qui ne sont pas souvent évoquées, mais qui sont très très importantes. Ensuite, les conséquences sanitaires qui sont les plus visibles, parce que les gens souffrent, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas indemnisés. Et ensuite, les conséquences environnementales. 45 recommandations au total. Parmi les principales, une demande de refonte de la loi Morin dédiée aux victimes des essais nucléaires. Elle est perfectible et c'est à mon avis tout le travail que la commission va essayer d'avoir avec l'État. Mais par exemple, je suis totalement favorable à ce que la liste des maladies soit allongée. Allonger la liste des maladies à d'autres cancers et certaines pathologies cardiaques et aussi ses autres préconisations. Remplacer le seuil d'un millisivert par des critères de lieu, de temps et d'espace et augmenter les délais pour déposer un dossier d'indemnisation. Ils veulent enlever la limite et ne pas fixer de limite du tout, mais on le sait très bien, il faut absolument fixer une limite. Alors peut-être qu'il faut la revoir pour que plus de personnes puissent entrer justement dans les conditions pour obtenir une indemnisation. Pour les désastres des tirs nucléaires, la Commission recommande une demande de pardon sincère de la nation au peuple polynésien. Une conférence de presse très attendue en Nouvelle-Calédonie comme dans l'Hexagone. La première prise de parole de Christian Théin mercredi. Le militant indépendantiste kanak libéré la semaine dernière sous contrôle judiciaire après 1 an de détention à Mulhouse. Je rappelle qu'il est soupçonné par la justice d'avoir orchestré les émeutes de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. Il s'en est défendu. Je suis terriblement triste pour mon pays. Mais franchement, notre démarche, elle est pacifique. Moi-même, j'étais aussi, comme tout le monde, déconcerté. Et le matin, je me suis réveillé avec forcément l'insurrection qui s'est levée déjà d'une part dans les quartiers
dans le quartier de Nouméa. On sait réellement ce qui s'est passé ce soir-là. Il y a des vidéos à l'appui, comme quoi les charges qui ont été faites sur ces quartiers-là, sur ces jeunes, et un peu comme vos quartiers, il s'est passé dans les rues de la métropole. Après, ça s'est enchaîné. Les jeunes aujourd'hui, ils ont des moyens de communication haute qu'on n'en avait pas à cette époque. Et on voit, c'est que ça fait comme une traînée de poudre. 133 armes à feu ont été saisies l'an dernier en Guadeloupe. C'est un véritable fléau dans l'archipel. Pour preuve, la succession de fusillades enregistrées ces dernières semaines. Alors comment ces armes arrivent-elles dans le territoire? Les réponses dans le dossier de l'Hebdo avec Lydia Quirin et Ludovic Guédu. Pointe-à-Pitre, mars 2024. Un jeune homme est victime d'un braquage en plein jour. Les assaillants ouvrent le feu à plusieurs reprises. Ici, un homme pointe une arme en l'air dans un rassemblement festif. Un coup de feu éclate. Faire une soirée, balle capétée, monde blessé. En fait, on peut rien faire en Guadeloupe. Des scènes particulièrement violentes qui témoignent d'un usage totalement banalisé des armes à feu en Guadeloupe. Pistolets, revolvers, fusils à pompe. Mais alors, d'où proviennent ces armes ? Notre enquête démarre sur une messagerie cryptée. Nous avons pu consulter plusieurs comptes de trafiquants d'armes basés en Hexagone. Ils opèrent en toute impunité et épousent même les codes classiques du commerce en ligne. Glock 41, livré avec des douilles, 800 €. Un véritable supermarché virtuel du crime, nous entrons en contact avec l'un de ses resellers. Tu livres en Guadeloupe ? Oui. T'as besoin de quoi ? Tu as déjà livré là-bas ? Oui. Paiement, crypto-monnaie ou recharge PCS. Nous mettons fin à l'échange et ne donnons pas suite. Des éléments d'armes dissimulés dans des colis postaux, un phénomène bien réel ici en Guadeloupe. En grande majorité, ce sont des armes de poing. Généralement du Glock et du Taurus. On a aussi trouvé ces dernières années quelques armes de guerre, mais ça reste rare, donc par exemple des répliques d'AR-15 ou d'AK-47. Et ce qu'on trouve de temps en temps aussi, ce sont des éléments d'armes de guerre comme des chargeurs grande capacité. La majorité des armes illégales est introduite sur le territoire par voie maritime. Elles sont produites aux États-Unis, au Venezuela ou encore en Colombie et transitent par les îles voisines, la Dominique notamment, avant d'atterrir sur nos côtes. On va renforcer les moyens de protection du littoral, les moyens de sécurité, plus de contrôle sur les marinas, plus de contrôle dans les ports, plus de contrôle sur les plages, pour éviter effectivement, parce que ces armes elles débarquent, elles ne viennent pas par la voie aérienne, elles viennent principalement par la voie maritime, donc pour empêcher ces débarquements massifs d'armes, de munitions, mais aussi de drogue et de stupéfiants sur les plages et dans les ports. L'an dernier, en Guadeloupe, 133 armes ont été saisies par les forces de l'ordre, dont 104 armes de poing. On dit qu'être entrepreneur requiert un certain sens du risque. En voici une parfaite illustration. Vous prouvez l'efficacité d'un répulsif anti-moustique. Eh bien, une Guadeloupéenne s'est enfermée avec 30 000 spécimens. Résultat de l'expérience avec Aurélien Paul. C'est un insecte très redouté aux Antilles. Alors certains cherchent à les affronter comme Marie. Dans cette boîte, une horde de moustiques descend dans l'arène. À l'intérieur, aujourd'hui, on a 32 000 moustiques. Et ces 32 000 Aedes aegypti, c'est 32 000 moustiques tiques qui sont vecteurs de la dengue, du chikungunya, du Zika. Sans une goutte de sang depuis 8 heures, un bras leur est servi sans aucun spray anti-moustique. On va laisser un nuage de moustiques s'y approcher. J'aurai certainement des piqûres. Donc c'est juste pour valider le test, pour valider que le test n'est pas biaisé. Ils sont d'humeur gourmande. Ah, ils ont piqué, oui. C'est normal. Les voilà lâchés dans ce cube. Pour Marie, quelques minutes d'échauffement avant la bataille, le temps d'étaler sa nouvelle crème anti-moustique conçue par son équipe. Top départ du combat. Elle est très courageuse. Moi, je ne veux pas tout. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y en a déjà assez comme ça en Guadeloupe pour rentrer dans une cage. 20 minutes de bourdonnement assourdissant, 32 000 contre 1, verdict. Alors, c'est ouf. Pas un seul point pour les adversaires.
voyez vous-même si j'ai des piqûres, si j'ai les rouges. Alors, donc si c'est pas ça l'expérience concluant, voilà quoi. Prochain test prévu bientôt avec un anti-moustique bio. Vous voulez qu'on recommence? Il y aura bien un match retour. Allez, enfin, ce fut un grand moment, là aussi, en Nouvelle-Calédonie, le mariage du fils aîné de la grande chefferie de Lossi, sur l'île de Lifou. Plusieurs milliers de personnes venues de toute la région Pacifique y ont pris part. Clarisse Rouiwatoué et René Mollet y étaient. Oui. Oui. Un oui historique de celui qui héritera de la grande chefferie de Lossi et de Wamukwati, celle qui l'accompagnera dans cette grande responsabilité. Plus de 5000 personnes ont assisté à ce mariage, un événement exceptionnel pour les participants. C'est une fierté pour nous, toutes les mamans ici présentes, d'avoir assisté à ce grand événement culturel et ce sera gravé dans nos mémoires. Ce partage-là entre les gens, les plus grandes générations, les plus grands, les plus petits, ce respect qu'il y a entre tout le monde, c'est merveilleux, quoi. À leur sortie du temple, le couple est accueilli par les 180 élèves des écoles primaires du district. Un spectacle intitulé Renaissance. Renouveau intérieur, renouveau au niveau des relations, la renaissance dans tous les sens du terme. En cuisine, tel est chef d'orchestre, Lénie coordonne la préparation du repas. Un festin prévu pour 5000 personnes. Après la célébration du mariage du fils aîné du grand chef, place maintenant à sa préparation dans cette fonction qui l'attend. C'était un événement qui était très attendu. Il y avait beaucoup de pression derrière et puis maintenant que le travail est fait, on a encore le travail d'accompagnement en tout cas du nouveau grand chef dans son trône et dans son district. Ce mariage est le début d'un long chemin vers de nouveaux défis à relever pour son district. Merci d'avoir suivi cet hebdo. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une excellente journée où que vous soyez. L'information continue sur France 24.